Sur scène, il suffisait parfois d'un mouvement, d'un regard, d'une voix grave pour que Geshpati impose sa présence. Avant même que son nom ne devienne inséparable d'Étienne, elle portait déjà en elle la rigueur de la danse et le feu des artistes libres. Aujourd'hui, la France apprend sa disparition à 80 ans, après une longue maladie. Derrière le souvenir d'un tube culte, demeure une femme de scène entière, audacieuse, impossible à réduire à une seule chanson. Il y a des artistes que l'on croit connaître parce qu'une chanson les accompagne depuis des décennies. Pour Geshpati, ce souvenir porte un prénom, Étienne, répété comme une trace vive des années 80. Mais au moment où sa disparition à 80 ans bouleverse ceux qui l'avaient aimé, il faut regarder au-delà de ce refrain et retrouver la femme entière. Geshpati appartenait à cette famille rare des artistes qui entrent en scène avec tout leur corps. Chez elle, le chant ne venait jamais seul. Il avait une posture, une respiration, une manière de se tenir face à la lumière. Avant même que le public ne l'associe à un tube culte, elle portait déjà la discipline de la danse, l'intensité du théâtre et cette énergie des interprètes qui refusent les cadres étroits. Sa mort, annoncée après une longue maladie, laisse une impression étrange. Ce n'est pas seulement une chanteuse populaire qui s'en va. C'est une silhouette, une présence, un tempérament. C'est une artiste qui avait traversé plusieurs vies, sans accepter d'être réduite à l'une d'elles. Elle avait connu la gloire soudaine, les plateaux, les projecteurs, puis des chemins discrets. Dans la mémoire collective, son nom revient souvent avec les premières notes d'Étienne. Pourtant, derrière ce succès immense, il y avait une histoire plus ancienne. Il y avait une enfant formée à la rigueur du mouvement, une jeune femme qui avait appris que l'art demande autant de précision que d'abandon, autant de travail que d'instinct. Cette tension entre maîtrise et liberté allait devenir sa signature. Elle n'a jamais eu l'image d'une vedette fabriquée pour plaire sans résistance. Quelque chose chez elle dérangeait les habitudes. Sa voix grave, son regard direct, sa sensualité assumée et sa façon de faire du corps un langage donnaient à ses apparitions une intensité particulière. Elle ne chantait pas seulement pour séduire. Elle occupait l'espace comme si chaque scène luttait contre l'oubli. C'est peut-être pour cela que sa disparition touche plus que le cercle de la nostalgie. Ceux qui ont dansé sur Étienne se souviennent d'un choc musical. Ceux qui l'ont suivi plus longtemps savent qu'elle a cherché autre chose après le bruit du succès. Les amateurs de scène reconnaissent en elle une artiste capable de quitter la variété pour retrouver le théâtre et la danse. Raconter Geshpati aujourd'hui, ce n'est donc pas seulement raconter une carrière. C'est suivre le parcours d'une femme qui a connu la lumière sans s'y dissoudre. C'est comprendre comment un tube peut ouvrir toutes les portes, puis devenir une ombre qu'il faut apprendre à traverser. C'est enfin saluer une artiste qui aura préféré le mouvement à l'immobilité, le risque à la répétition. Avant que la France ne retienne son prénom d'artiste, avant que les radios ne fassent tourner le Messis tourner Étienne, jusqu'à en faire un emblème, il y eut Patricia Porras. Ce nom plus discret appartient à l'enfance, à la formation, aux années où l'on ne cherche pas encore la célébrité, mais où se construit déjà une manière d'habiter le monde. Née en région parisienne, elle grandit avec une attirance précoce pour le mouvement. Très jeune, elle entre dans l'univers exigeant de la danse classique, là où chaque geste se corrige, où chaque respiration compte, où le corps apprend la patience avant de connaître la liberté. À l'âge où d'autres enfants jouent sans penser au lendemain, elle découvre la rigueur des barres, des pointes, des répétitions et des maîtres qui refusent l'à peu près. Cette école du corps marque toute sa vie. Chez Geshpati, rien ne semble jamais séparé. La voix vient du ventre, le regard prolonge la phrase,
Le bras accompagne la note et le silence lui-même devient une attitude. C'est pourquoi, plus tard, quand elle chantera, elle ne se tiendra pas devant le public comme une simple interprète. Elle viendra avec une mémoire physique, avec cette conscience rare de l'espace. Le passage par l'Opéra de Paris, associé dans plusieurs récits à son enfance de petit rat, donne à son parcours une dimension presque romanesque. On imagine les couloirs, les miroirs, les leçons sévères, les rêves d'élévation et les douleurs que l'on cache sous la grâce. Cette jeunesse n'a pas seulement fabriqué une danseuse, elle a forgé une femme capable de comprendre que la beauté naît souvent d'un combat invisible. Plus tard, d'autres influences élargiront son horizon. Le monde de Roland Petit, celui de la danse théâtrale, puis les univers plus libres de la création contemporaine, lui apprendront qu'un corps peut raconter ce que les mots n'osent pas toujours dire. Elle ne se contente pas d'être jolie en scène. Elle veut que le mouvement porte une tension, une histoire, une blessure parfois. Cette origine explique beaucoup de choses dans son image publique. Sa sensualité n'est pas seulement une provocation. Elle vient d'un rapport ancien au corps, d'une connaissance intime du geste, d'une façon de faire passer l'émotion par la posture. Quand certains ne verront plus tard qu'une chanteuse audacieuse, d'autres comprendront qu'ils regardent une danseuse qui chante. Avant Étienne donc, il y a cette vérité essentielle. Gesh Pati ne naît pas dans le scandale ni dans la mode. Elle naît dans l'effort, dans la précision, dans l'apprentissage d'un art qui demande de tout donner sans jamais tout montrer. Le succès viendra ensuite, brutal et lumineux. Mais la scène, elle, l'avait choisie depuis longtemps. Avant que son nom ne surgisse au sommet des classements, Gesh Pati traverse une longue période d'apprentissage. Cette partie de sa vie reste moins connue, presque effacée par l'éclat d'Étienne, mais elle raconte quelque chose d'essentiel. Le succès n'est pas tombé sur une inconnue sans passé. Il a frappé une artiste déjà formée par les détours. Dans les années 60, Patricia Porras tente ses premiers pas dans la chanson, aux côtés d'Yves Gilbert. Le duo porte encore la fragilité des débuts, cette innocence de ceux qui cherchent leur couleur sans savoir si le public les suivra. Les disques ne deviennent pas des événements, les projecteurs restent lointains, mais l'expérience laisse une empreinte. Elle apprend le studio, le micro, l'écoute de l'autre. Ces années discrètes auraient pu décourager une personnalité moins tenace. Pour elle, elles deviennent une sorte de laboratoire intime. Elle ne renonce pas à la danse, n'abandonne pas la scène, mais comprend peu à peu que la voix peut être un prolongement du corps. Chanter, pour elle, ne signifie pas seulement poser des mots sur une mélodie. C'est avancer, retenir, offrir, se dévoiler, puis reprendre le contrôle. Le chemin est lent, il passe par des rencontres, des essais, des silences. À une époque où l'industrie musicale aime les visages faciles à classer, Gesh Pati n'entre dans aucune case simple. Trop danseuse pour être seulement chanteuse, trop théâtrale pour se fondre dans la variété, trop libre pour accepter une image fabriquée, elle avance avec une singularité qui tarde à trouver son heure. Au début des années 80, son parcours prend une autre direction avec l'aventure d'Acapo. Là encore, il ne s'agit pas d'un triomphe immédiat, mais d'un passage important. Le groupe lui permet d'approcher une énergie plus moderne, plus urbaine, plus proche de ce que la décennie prépare déjà. Derrière les apparences d'une carrière hésitante, quelque chose se précise. Cette période révèle aussi une vérité souvent oubliée lorsque l'on raconte les artistes à partir de leur plus grand succès. Avant le moment où tout bascule, il y a des couloirs vides, des chansons moins entendues, des scènes modestes, des rendez-vous manqués. Il y a surtout une patience forcée, parfois cruelle, qui oblige à se demander pourquoi l'on continue. Gesh Pati continue parce que l'art n'est pas pour elle une décoration. C'est une nécessité. Elle ne cherche pas seulement une place dans les hit-parades, elle cherche une forme qui lui ressemble,
un espace où la danse, le chant et le regard puissent se répondre. Quand Étienne arrivera, le public croira découvrir une apparition soudaine. En réalité, il verra enfin une femme préparée par 20 ans de travail invisible. Puis vient Étienne. Un prénom simple, presque banal, mais qui, en quelques semaines, devient un signal. À la radio, dans les émissions, dans les conversations, la chanson s'impose avec une force inattendue. Gesh Pati, longtemps resté aux frontières de la lumière, entre soudain dans le cœur du grand public. Le titre n'a rien d'une bluette sage. Il avance avec une pulsation obsédante, une sensualité directe, une manière de mêler désir, provocation et élégance froide. Sa voix grave ne cherche pas la douceur facile. Elle attire, elle trouble, elle commande. Dès les premières écoutes, cette chanson ne demande pas seulement à être entendue. Elle exige qu'on la regarde. Le clip renforce encore le choc. En noir et blanc, avec des corps, des ombres et une tension presque chorégraphique, Gesh Pati ne se contente pas d'illustrer une musique. Elle transforme Étienne en scène miniature, en tableau de désir et de mouvement. Certains y voient dire de l'audace, d'autres de la provocation. Ce débat nourrit le mystère. La France des années 80 découvre alors une artiste différente. Elle n'a pas l'innocence calculée des idoles lisses, ni la retenue confortable des chanteuses, rangées dans un style connu. Elle arrive avec une maturité, une autorité, une présence physique qui déplace les habitudes. Son corps de danseuse devient un élément du langage populaire. Le succès est vertigineux. Étienne se vend à plus d'1 million d'exemplaires, franchit les frontières et installe Gesh Pati dans une célébrité fulgurante. Les classements consacrent le titre, les plateaux de télévision l'invitent. Les regards se tournent vers cette femme qui semble avoir surgi d'un autre théâtre. Avec cette reconnaissance vient aussi la récompense. Aux Victoires de la musique, son nom apparaît comme celui d'une révélation féminine, marquante. Pour le public, cela confirme une évidence. Quelque chose d'inédit s'est produit. Mais pour l'artiste, la gloire porte une ambiguïté. Elle ouvre les portes, tout en imposant une image que les autres voudront figer. Car Étienne est à la fois un couronnement et un piège. La chanson lui donne tout, la notoriété, la reconnaissance, l'entrée dans la mémoire collective. Mais elle menace aussi de réduire le reste à un prolongement. Quand un tube devient aussi puissant, il ne laisse plus beaucoup de silence autour de lui. Il parle parfois à la place de l'artiste. C'est là que commence le paradoxe de Gesh Pati. Le public croit avoir trouvé son symbole, alors qu'elle cherche encore sa liberté. Elle vient de conquérir la lumière, mais cette lumière brûle autant qu'elle éclaire. Derrière Étienne, une question se prépare. Comment continuer quand le monde vous demande de rester au même endroit? Après Étienne, tout semble possible. Les portes s'ouvrent, les émissions l'attendent. Les maisons de disques regardent Gesh Pati comme une promesse rentable. Pourtant, derrière cette victoire, une difficulté apparaît. Comment avancer lorsque le public vous demande sans cesse de refaire le même miracle? Son premier album, Labyrinthe, porte déjà dans son titre quelque chose de son destin. Kra. Il ne s'agit pas d'une route droite, mais d'un passage complexe, fait de désirs contradictoires, de sons à chercher, d'images à défendre. Elle ne veut pas seulement capitaliser sur un succès. Elle veut construire un univers, mêler voix, corps, tension et trouble. Mais l'industrie aime les formules simples. On attend d'elle une autre chanson capable de prolonger Étienne, une autre provocation élégante, un autre refrain immédiat. Elle, au contraire, veut échapper à cette répétition. Son tempérament la pousse vers des chemins moins évidents, parfois plus sombres, où la chanson devient une scène intérieure. Les albums qui suivent racontent cette lutte discrète. Nomade, Gobe, Blonde, puis Dernière Nouvelle, ne sont pas de simples tentatives pour rester visibles. Ils témoignent d'une recherche. Gesh Pati
Il change de couleur, de climat, de peau musicale. Elle refuse d'être seulement l'image figée d'une femme, en noir et blanc, chantant un prénom célèbre. Cette liberté a un prix. Le grand public, souvent pressé, aime reconnaître vite ceux qu'il a aimés. Il ne pardonne pas toujours aux artistes de bouger trop loin de la première émotion. Ainsi, peu à peu, la lumière se déplace. Le nom demeure connu, mais l'attention se fait moins massive. Le succès initial, au lieu de porter toute l'œuvre, finit par masquer ce qui vient après. Il y a dans cette période une forme de solitude. Non pas l'oubli complet, mais ce moment fragile où une artiste continue de créer pendant que beaucoup ne veulent retenir qu'un souvenir. Geshpati n'a jamais semblé faite pour supplier la mode. Elle préfère chercher, risquer, se tromper peut-être, plutôt que devenir une copie docile d'elle-même. C'est cette fidélité à son propre mouvement qui rend son parcours si touchant. Là où d'autres auraient accepté de vivre éternellement dans l'écho d'un tube, elle tente de reprendre la parole. Même quand la foule se fait moins bruyante, elle garde une exigence: ne pas trahir la danseuse, la chanteuse et la femme de scène qu'elle était avant la gloire. Ainsi, l'après-Étienne n'est pas une chute simple. C'est une bataille plus subtile entre mémoire populaire et désir d'invention. Le tube l'a rendue immortelle, mais il a aussi enfermé son image. Toute la suite de son histoire peut se lire comme une tentative digne pour rouvrir cette cage dorée. Quand le vacarme de la chanson s'éloigne, Geshpati ne disparaît pas. Elle change simplement de lieu, comme une artiste qui refuse de mourir dans le regard ancien du public. Au lieu de rester prisonnière de la variété, elle retourne vers ce qui l'a toujours portée: la scène, le jeu, le mouvement, cette présence physique qui faisait déjà sa différence. Le théâtre lui offre un espace plus intime. Là, il n'est plus nécessaire de courir après les classements, ni de répondre à l'attente d'un nouveau tube. Il faut seulement entrer dans une parole, habiter un personnage, tenir un silence. Pour elle, cette exigence ressemble à une respiration retrouvée. La chanteuse redevient interprète, la danseuse redevient corps vivant devant les autres. Son passage dans les monologues du vagin montre cette capacité à porter une parole féminine directe, sensible, parfois dérangeante. Il ne s'agit plus de séduire comme dans un clip devenu culte, mais de faire entendre des voix, des blessures, des forces. Geshpati y retrouve une forme de vérité nue, loin des artifices de la gloire. Avec l'opéra de Quatsu, elle rejoint aussi un univers plus rude, plus théâtral, marqué par l'ironie, la critique sociale et la chanson comme arme. Ce choix dit beaucoup de son tempérament. Elle ne cherche pas la facilité. Elle préfère les œuvres où le corps et la voix doivent lutter, où l'artiste n'est pas seulement là pour plaire, mais pour troubler. Le cinéma lui ouvre d'autres passages. Dans Une pour toutes de Claude Lelouch, puis dans Monsieur Max de Gabriel Aguillon, elle apparaît comme une présence reconnaissable, sans chercher à effacer son mystère. L'écran accueille son visage, son intensité, cette manière d'être là sans trop expliquer. Même lorsqu'elle n'est pas au centre, elle laisse une trace. Mais c'est peut-être dans la danse contemporaine que sa seconde vie prend son sens le plus profond. Avec elle, Souris aux larmes, puis d'autres projets plus tardifs, elle semble revenir à une source ancienne. Le corps n'est plus celui de la jeune femme, observée par les caméras. Il devient mémoire, résistance, fragilité assumée, preuve que l'art peut continuer malgré le temps. Cette partie de son parcours est moins connue du grand public, mais elle éclaire la vraie nature de Geshpati. Elle n'a jamais été seulement l'interprète d'Étienne. Elle fut une artiste de transformation, capable de quitter une image brillante pour chercher une vérité plus secrète. Dans cette discrétion, il y avait moins de bruit, mais peut-être plus de liberté. Ce qu'il reste de Geshpati ne tient pas seulement à un refrain. Bien sûr, Étienne continuera de revenir, comme une étincelle des années 80.
avec son rythme, son audace et cette façon de mêler désir et mystère. Mais réduire sa mémoire à cette chanson serait oublier la femme qui l'a portée, et surtout celle qui a refusé d'y rester enfermée. Son héritage commence par une présence. On se souvient d'une voix grave, d'un visage intense, d'une silhouette qui ne cherchait jamais à disparaître derrière la mode. À une époque où l'on demandait souvent aux chanteuses de choisir entre douceur, séduction ou docilité, elle imposait autre chose. Une sensualité consciente, un art du regard, une manière de faire du corps un partenaire de la musique. Elle laisse aussi l'image d'une artiste traversée par plusieurs langages. La danse lui avait appris la discipline, la chanson lui avait donné la popularité, le théâtre et le cinéma lui avaient offert d'autres respirations. Dans chacun de ces territoires, elle avançait avec la même idée secrète, ne pas se laisser définir trop vite, ne pas se laisser résumer par ceux qui préfèrent les étiquettes au chemin. Sa trajectoire porte une leçon fragile sur la célébrité. Le public adore les icônes, mais il les enferme parfois dans l'instant où il les a découvertes. Gesh Patti a connu cette lumière immense, puis l'ombre qu'elle projette. Pourtant, elle n'a pas choisi la plainte. Elle a continué à chercher, à travailler, à apparaître là où l'on ne l'attendait pas toujours. C'est cette fidélité au mouvement qui rend son départ si émouvant. Elle n'a pas eu besoin d'occuper sans cesse l'actualité pour exister. Il suffisait qu'un souvenir remonte, qu'une image réapparaisse, qu'une voix se glisse dans la mémoire, et l'on comprenait que son empreinte n'avait jamais vraiment disparu. Les artistes libres ne quittent pas tout à fait la scène. Ils changent seulement de lumière. Aujourd'hui, alors que le silence suit l'annonce de sa mort, il reste une gratitude. Gratitude pour l'éclair d'Étienne, pour les gestes de danse, pour les scènes plus discrètes, pour cette façon de regarder le public sans baisser les yeux. Elle aura été populaire sans être simple, célèbre sans être docile, sensuelle sans être réduite à son apparence. Gesh Patti s'en va comme elle avait vécu artistiquement, avec une part de mystère, une part de force et une part de feu. Les projecteurs peuvent naturellement s'éteindre, les classements peuvent n'en vieillir, les modes peuvent passer. Mais quelque chose d'elle continue de danser dans la mémoire française, comme un dernier mouvement suspendu.